C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Avant qu'on appelle la Maison du Grenat, donc Thomas du média La Maison du Grenat, restez dans l'émission, restez bien connectés parce qu'à 21h, on a une petite surprise pour vous aussi qui va se dérouler sur les réseaux sociaux. Donc on reste connectés, il va se passer un petit truc très sympathique. Match à 15h au Stadium, je vous conseille d'arriver très tôt. 2h. Il faut aller dehors, non ? Il faudra sortir. Bon, dans le non, t'inquiète. Ça, c'est pour plus tard. Ça. Il l'aura, mais plus tard. Je vous conseille d'arriver tôt. Là, l'Oncopole, la navette est 2 heures avant le match. Victoire impérative pour nos violets dimanche ? Avec la manière. Non. Waouh. Oui. Allez, déjà. Il y a des je déconne. Non, on est sur l'équipe, c'est parti. Allez, Damien Grégoire, on t'écoute. Non, pardon. Désolé, c'était horrible. Ah non, tu pourras victoire. couper, Non, je le redis. T'as dit ? Je vais avoir le même argument que j'ai dit contre Clermont. La victoire avec la manière, sinon rien. Et toi ? Déjà la victoire, oui. C'est impératif, mais comme tous les matchs, presque, j'aime bien dire, il faut gagner. Mais là, il faut. Mais là, on se fait chier depuis 3 mois maintenant, donc il faudrait quand même montrer. La cerise sur le gâteau, oui, il y avait la manière, mais est-ce que la manière, on va la récupérer comme ça de match sur l'autre on sort de match minable contre Lens, est-ce qu'on va arriver à. Ah oui, tu joues un promu quand même, il faut. Tu joues un promu qui va être derrière, et s'il faut, il va te marquer un but au bout de 30 minutes, et là, tu vas retomber. Mais si t'attends de jouer en contre promu pour gagner un pauvre 1-0. J'ai pas dit qu'il fallait pas jouer en contre. Ouais, mais bon. Ça les gars, tranquille. Sacha. Plus nuancé qu'avec la manière, mais je dirais la victoire sans se faire peur. Tu sais pourquoi on l'a recruté ? La nuance, c'est bon. Non, mais t'as raison. Ce mec était à l'école, tu vois, il sait faire la synthèse. Oui, mais dans son message, il tient avec la manière quand même. C'est vrai quand j'ai un petit couple, tu sais, qui s'engueule, genre, t'as fait les pâtes ? Non, j'ai pas fait les pâtes. Non, mais on mange quand là ? Toi, Vincent, la victoire impérative ou pas ? Les 3 points. Il y en avait des belles choses. Non, ça si, il faut. Non, je rejoins un peu ce que je vois en commentaire là, ce que dit Freefly. J'attends un carton perso et un Mouimed qui dit surtout la manière. Volarium qui dit victoire impérative avec la manière et un Stadium qui doit pousser derrière. Moi, je suis bien plus sur le carton que sur la manière, tu vois. Mais le carton, dites pas trop fort parce que Donoum va s'en charger dès la 5e minute. Tu vois, un bon 3-0, merci, au revoir, tu vas terminer, bonsoir. Il y a 2 types de 3-0. 3-0, tu fais 3 comptes et tu marques 3-0 ou 3-0 tu fais un bon match. Rien à foutre. Ah ouais, toi tu veux 3 points. Mais c'est un score qui envoie un message aussi. Ça te remet en confiance, puis tu as une nouvelle communion avec ton public. Alors que finalement, est-ce qu'un 1-0 avec 90 minutes où on est balade mais qu'on marque un but, ce serait aussi efficace ? Quand j'ai avec la manière, je dis un match référence sur lequel tu peux t'appuyer. Malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a aucun match référence. Marseille. Tu fais un pauvre 0-0, tu t'as. Pauvre 0-0 ? Non, arrête, tu vas dire un pauvre 0-0. Mais t'as 2 barres contre toi, tu peux aller gagner un match. Pour moi, c'est pas la référence. On fait un match correct. Match référence au Danube, Marseille, pas plus. Non, c'est le meilleur match de la saison. C'est le meilleur match de la saison, mais c'est pas un match référence Marseille pour moi. Ah bah pour moi, dans le jeu, c'est le seul que je vois en match référence. Parce que c'est le meilleur. Bah donc c'est un match référence. Oui, mais comparé à ce que tu vois, sans forcément que ce soit un match référence. Je pense pas qu'il y ait de match référence. C'est vrai qu'il y a de bons, de mauvais matchs référence. Non, mais on joue mal. Ah bah ça, oui, ça on joue mal. Moi, pour moi, il y a la demi-heure face à Brême, les 15 dernières minutes face à la Roma et 60 minutes face à Marseille. Voilà, des matchs amicaux. 2 sur 3, c'est des matchs amicaux. C'est déjà pas mal. Hein. L'avant-match à la Bodega était très bien. Après, sympa. Il y a eu une siffle d'arbitre et voilà. Sympa. Elliot, victoire impérative dimanche. Même un 1-0 à la 95e sur un but de raccro, je prends. C'est vraiment. Non, mais juste la victoire là, parce qu'on n'est pas non plus dans une posture très favorable. On est sur une pente un peu descendante, donc là, faut se reprendre, même si c'est une victoire très. Pas très molle, mais sur un match très compliqué, c'est pas grave. Juste 1-0, ça passe. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la stat Opta, vous l'avez vu. On devrait être dernier alors qu'on est. Surperforme. Pas dernier. Surperforme. Au classement, parce que Metz, ils sont devant nous. Oui, mais ils sont bien devant nous, non ? Ils ont 3 points de. Non, ils ont 8 points, mais nous on en a 6. Ouais, 8 points, c'est à 2 points. C'est stat, moi je comprends pas. Là. C'est la victoire à Lens. Oui, mais c'est. Je comprends pas. On est 15e, on devrait être dernier. Non, mais par rapport aux effectifs goals, au nombre de chances que tu devrais marquer, tu devrais avoir plus de points, blablabla. Chaque match, tu as 2 poteaux contre toi, donc à un moment donné, il faut bien que ça tourne.
Ouais. Bon, après, on s'en branle un peu, on va se mentir. Donc on va dire qu'on est bien. Elle nous aurait mis premier, les stats Opta, là. On aurait eu le même discours ou pas? On n'est pas promis. Non, mais voilà. On n'est pas promis. Ah, mais il faut bien. Non, mais c'est qu'il faut les prendre en compte. C'est que tu surperformes, que c'est pas ta place, quoi. Bien sûr, bien sûr. Avant qu'on reçoit Thomas de la maison du Grenat, je vous rappelle de rester vigilant à 21h. On vous annonce un petit truc très sympathique qui va arriver ce week-end et pour vous dans la semaine, chers supporters du Toulouse Football Club. Salut Thomas, comment ça va et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bah écoutez, très bien, merci pour l'invitation et j'ai suivi l'émission depuis le début, donc je sais de quoi vous avez de tous les sujets sur lesquels vous avez discuté. Donc non, c'est vraiment très intéressant de pouvoir discuter de ce match avec vous. Super, merci à toi en tout cas d'être disponible ce soir. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton média aussi, la Maison du Grenat? Oui, alors moi dans la communauté Messine, j'ai un pseudo qui est celui qui est Socket. Donc on peut m'appeler Thomas pour l'émission, il n'y a pas de souci. Donc en gros, la Maison du Grenat, c'est un média, on va dire. C'était plus à la base une idée de compte pour parler un peu de l'actualité du FCMS que j'ai lancé en 2018, donc en mai 2018. Et l'idée, c'est que voilà, c'est depuis tout ce temps, je faisais notamment sur une chaîne YouTube des débriefs. Là maintenant que professionnellement on commence à être un peu pris, on apporte plus un petit point sur l'actualité du FCMS, sur les matchs du FCMS, partiellement notamment sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'être abonné, d'habiter sur Metz, donc de bien suivre l'équipe, ce qui me permet notamment d'être là à tous les matchs à domicile. Et donc voilà, ça permet un petit peu de rester bien connecté à l'équipe, quoi. Mais parfait, merci beaucoup pour cette petite présentation. On va parler directement du match, mais on va d'abord parler un peu de ton club, Metz, qui vient de remonter en Ligue 1. Ils ont 8 points, donc ils sont pour le moment un peu devant le Toulouse Football Club. Comment tu juges leur début de saison de Metz? Alors, comptablement, quand on prend notre calendrier d'avant-saison, on se disait, franchement, si on peut essayer de sortir peut-être notamment de victoires, par exemple, on pensait à Clermont, éventuellement Strasbourg, on se dit, bon allez, si on arrive à accrocher peut-être 6-7 points, comptablement, ça peut être pas mal. On en est à 8 au final. Donc comptablement, on est plutôt correct sur le chiffre. Maintenant, il y a la question du contenu, qui d'ailleurs est intéressant parce que quand on regarde un peu toutes les statistiques et autres, on constate que Toulouse et Metz finalement sont pas si éloignés que ça. On est un peu des cancres en termes de production, je dirais statistiquement parlant. On se régalait dimanche. Ça fait rêver, ouais. Mais il a raison. Ah, mais d'ailleurs, c'est incroyable quand j'ai pris un peu tous les classements, je me rends compte que Toulouse et Metz collent aux fesses quasiment dans le bas de tableau à chaque fois. Donc donc c'est intéressant parce que on va voir vraiment deux équipes qui sont un peu dans la même difficulté de production, qui sont pas si éloignées dans le classement en termes de points. Et donc c'est dire que voilà, aujourd'hui, si je résume, la problématique, c'est que Metz est une équipe qui laisse l'adversaire lui de la pression. On subit pas mal d'occasions. On arrive à sortir quelques résultats miraculeux, par exemple la victoire contre Lens, oui. qui est l'exemple parfait. Oui. Mais finalement, quand on voit justement le match entre Lens et Toulouse, on se rend compte que les difficultés sur le fait de subir beaucoup d'actions, elles sont aussi présentes. Mais le fait est, c'est on subit beaucoup d'actions, on essaie d'opérer en compte. Mais le fait est, c'est qu'offensivement, on n'a pas forcément la production, la création de jeu où on se dit ok, on est menaçant offensivement. On a des fois des fulgurances. Et c'est là qui est, je pense, l'une des vraies problématiques pour le FCMS à l'heure actuelle. Est-ce que tu expliques aussi cette perte offensivement par le fait que Sadio Mané est toujours à Liverpool et pas chez vous? Non, c'est une blague. Non, le fait que vous avez perdu surtout Mikotadze qui est parti à l'Ajax, est-ce que tu l'expliques par ça? Qui sur le banc à l'Ajax. Oui, qui sur le banc. Après, de nous, ce qu'on a vu de Toulouse, Pierre rigolet, les Branco, c'est que le directeur sportif le voulait absolument, mais pas le coach. Voilà, je confirme. Ouais. C'est ce qu'il dit. En tout cas, d'où le fait que dans la communauté, on se marre en disant ça se trouve au mois de janvier, on va gentiment débarquer pour un peu comme vous avez fait. On va arriver, on va dire alors du coup votre joueur sur le banc, on peut le récupérer si vous voulez en prêt. Voilà. Non, mais je sais pas si ça se passera. Mais effectivement, Mikotadze est une perte immense parce que Mikotadze a une faculté qui au FCMS a été importante pour tous les attaquants qui ont, je vais être mesuré quand je dis ça, mais qui ont réussi au FCMS. C'est-à-dire que c'est un joueur qui était capable de se débrouiller tout seul sans l'appui collectif de son équipe. Et donc automatiquement, un attaquant qui est capable de se débrouiller tout seul,
est un attaquant qui fait des différences à lui tout seul et qui peut, à travers ses fulgurances, porter son équipe et qui peut se taper vraiment à partir de lui-même. Là, à l'heure actuelle, ces remplaçants qui ont été recrutés sont plus des joueurs qui dépendent des joueurs autour de lui et qui vont par conséquent vont être moins autonomes et forcément par définition l'efficacité de l'équipe en pâtir puisque pendant très longtemps tu mises sur un joueur pour entre guillemets te sortir, un ou deux joueurs pour te sortir de mauvaises situations. Le jour où ils sont plus là, malheureusement si tu n'as pas un collectif offensif pour te sortir de là, tu pêches offensivement et ce début de saison, on est un peu à la preuve, surtout depuis le départ de Mikotadze. Qui c'est qui a remplacé Mikotadze du coup du côté du FC Metz? Alors, pour résumer de manière très simple, donc les joueurs, il y a eu 3 recrues au poste d'avant-centre qui ont été soit pour être la doublure à la base du remplaçant de Mikotadze ou le remplacement de Mikotadze, à savoir qu'il y a eu Elisor qui l'année dernière jouait à Laval. Il y a eu 2 joueurs qui jouaient à Hull City la saison dernière, Benjamin Tété et Oscar Estupinan. Sachant que, pour résumer, Elisor vient plus à la base dans un profil d'être un attaquant un peu remplaçant de l'attaquant titulaire. Benjamin Tété, lui, avait été présenté comme étant le remplaçant potentiel de Mikotadze. Le fait est, c'est que, au vu de ses rechutes de blessures depuis le début de saison, je ne suis pas sûr qu'il retouche un ballon avant l'année prochaine. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Et donc ils ont recruté sur la dernière journée de mercato, sur les dernières heures du mercato, donc Oscar Estupinan, qui est un attaquant colombien, qui a plutôt fait des stats l'année dernière à Hull City, mais qui, et c'est ce que j'ai pu voir notamment sur le match à Lens, que j'étais au match Lens-Metz et aussi le match à domicile, c'est un joueur qui malheureusement, contrairement à Mikotadze, ne peut pas se débrouiller tout seul. Il a besoin d'avoir des ballons qui lui sont mis sur lui, des bons centres. C'est rien qui va faire jouer les ailiers, qui après va se déplacer dans la surface, qui attend quelque chose, mais c'est pas quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul. Et donc malheureusement, même si en termes de nombre on a eu le remplacement de Mikotadze, le profil est différent et l'efficacité pour le moment se fait attendre. Metz, c'est un club qui fait l'ascenseur depuis pas mal de saisons. Comment toi, en tant que supporter, tu juges cette instabilité? C'est pas trop dur en tant que supporter? Alors ça c'est hyper marrant. Moi j'avais une théorie à une époque, je me suis dit, est-ce que la direction fait pas exprès de faire ça pour entre guillemets créer une année sur 2 une sorte de cercle vertueux? Parce que, non mais mine de rien, je dis ça avec le ton de la rigolade, mais on peut penser toujours à ces clubs qui, vous savez, enchaînent les saisons toujours en faisant des 14, 15, 16e places, et où finalement, l'engouement, entre guillemets, les cycles d'engouement, on a du mal des fois à les trouver. Et le fait est, même si je sais que c'est pas la raison, le fait est, c'est qu'une année sur 2, Metz arrive à avoir une sorte de saison où il y a de l'engouement. Alors c'est triste effectivement, il y a 2 ans, quand on descend à la fin de la saison 2021-2022, parce que la saison elle s'écrase dans le jeu, la fin de la saison aboutit sur la descente. Et après, il y a la saison dernière où jusqu'en mois d'octobre, on pense vraiment qu'on va rester en Ligue 2 parce que il y a rien qui va. Et derrière, qu'est-ce qui se passe depuis fin octobre jusqu'à la fin de la saison de Ligue 2, on a eu la montée, 23 matchs sans défaite d'affilée. Donc c'est assez compliqué, c'est qu'on sait c'est pas le qu'on sait, mais c'est la vérité depuis quelques années. On a une année sur 2 où on a une sorte de bonheur qui apparaît et l'année d'après une tristesse. Sauf contre-exemple, ça a été saison post-Covid où on a réussi à se maintenir, donc faire 2 saisons d'affilée en Ligue 1. Mais malheureusement, Metz a besoin de plus que 2 saisons d'affilée en Ligue 1 si on veut pérenniser ce club notamment. Comment tu le vois cette saison? Tu penses que le maintien est possible, facile, accessible, ou que ça va être quand même très compliqué pour le Football Club de Metz? Pour moi, on va se battre jusqu'au bout parce que déjà le fait qu'il y ait moins de clubs que les saisons précédentes fait que le niveau se resserre et il se resserre pas vers nous mais plus vers entre guillemets l'eau. Et aujourd'hui, clairement, Metz contre quasiment tous les adversaires de Ligue 1 se déplace en ayant potentiellement ce sentiment d'infériorité. Je veux dire, on a pu même le voir contre même des adversaires. Je pense d'ailleurs que c'est le cas contre Toulouse, je le dis comme ça.
Mais il y a ce sentiment où on se dit, ouais, par exemple, on affronte un club qui était déjà là l'année dernière en Ligue 1 et on a un peu peur. Et ce sentiment-là qui va faire que Metz, les joueurs vont peut-être avoir du mal à se lâcher, plus le manque de confiance offensive, c'est des choses qui vont faire qu'on va se battre jusqu'au bout et qu'à moins de créer une série qui, comme ça, arrive, va faire que de toute façon, ça va être une guerre jusqu'au bout, effectivement. Par rapport à dimanche, sur le match qui va poser nos deux clubs, c'est quoi les points forts du FC Metz? Où c'est que les Toulousains vont devoir se méfier? Alors, c'est intéressant parce que vous avez abordé la partie notamment pratique et donc je l'ai écouté, c'est bien un peu de voir vos opinions là-dessus. Metz, c'est une équipe, comme je l'ai expliqué, qui va, c'est un petit spoiler, mais très simple, c'est que Metz, normalement, va laisser le jeu à Toulouse. Ah, merde. Et nous, on va vous laisser le jeu. Ouais, ça va être sympa dimanche. Alors, d'ailleurs, il passe au coup d'un vol, ça va se terminer là. C'est intéressant que vous dites ça parce que, mine de rien, au deuxième mi-temps du match contre Strasbourg qui a eu le week-end dernier, Patrick Vieira a tenté ça. De laisser, entre guillemets, Metz faire le jeu, ce qui veut dire qu'automatiquement, Metz s'appuie, entre guillemets, sur le fait qu'en étant regroupés, les joueurs se sentent plus en confiance défensivement, et le fait que y a une mentalité au FC Metz qui existe depuis des années, qui est la contre-attaque, que personnellement je ne partage pas, enfin je n'aime pas ça parce que c'est clairement jouer avec le feu contre beaucoup d'équipes, et donc déjà, voilà, Metz va laisser Toulouse essayer de faire le jeu, de miser sur des contre-attaques pour espérer effectivement arracher quelque chose en termes de résultats. En s'appuyant notamment sur les ailiers, notamment nos deux ailiers. Alors normalement, si ça ne devrait pas changer sur les compositions, Sabali, ailier gauche, Azoro et les droits, qui sont des ailiers qui peuvent mettre des accélérations. Sur des contre-attaques, ça peut éventuellement faire mal. Mais non, il y a clairement ce sentiment de laisser Toulouse faire le jeu, de s'appuyer sur une assise défensive pour après partir sur les comptes. Les points faibles de Metz? Points faibles de Metz, donc comme j'ai expliqué, on a un vrai problème sur la construction offensive de l'équipe. Donc comme je l'ai dit précédemment, avec effectivement, pour l'illustration parfaite, c'est surtout le fait qu'il y a un manque d'accompagnement offensif, à savoir que ça va se reposer sur des fulgurances, notamment 3 joueurs de devant, surtout les ailiers, et ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va avoir un milieu de terrain qui va accompagner les actions, porter une menace. Mais aujourd'hui, clairement, le gros point faible pour moi, pour Metz aujourd'hui, c'est la construction offensive de l'équipe. On a une grosse amitié entre nos deux groupes de supporters, enfin la Horda et surtout la BFS chez nous. Toi, ton regard sur le TEF, c'est quoi? En tout cas, nous d'ici, les Messins, c'est les copains, tu vois, qui viennent. Genre, il y a vraiment ce sentiment d'amitié. Toi, ton regard sur le TEF, c'est quoi? Ah oui, effectivement, on a alors pour résumer, c'est vrai que le sentiment d'amitié, on en a bien conscience, notamment porté parce que pour résumer, au FC Metz, il y a 2 groupes de supporters principaux, dont l'un qui est justement très très proche, effectivement, de ceux de Toulouse. Donc, il est arrivé effectivement que, notamment lors de déplacements de supporters toulousains à Metz, il y a eu, je m'en souviens très bien, c'était il y a 2 ans d'ailleurs, qu'il y a eu un partage. Un partage commun, ouais. Un cortège commun. Ouais. Alors que ça n'arrive jamais, de fait d'avoir des cortèges mélangés avec les supporters adverses à ce niveau-là. Donc ça prouve bien ce côté-là, qu'il y a quand même des liens qui sont pas anodins avec d'autres groupes ou d'autres clubs. Donc non, on a forcément une opinion plutôt bonne dessus. Moi, si je vais aller plus loin, même si je sais qu'il y a eu un peu de remue-ménage, je dirais, de votre côté au niveau direction avec tout ce qu'il y a pu avoir, il y avait quand même ce côté où on se disait, ok, Toulouse a connu quand même un moment un peu négatif avec la descente. Ça n'a pas été immédiat, mais c'est quand même de reconstruire quelque chose. Et il y a finalement quand même l'exemple parfait de la saison dernière avec des profils de joueurs, des prises de risque sur certains recrutements que pas beaucoup de clubs des fois en font. Donc voilà, ça reste quand même sur l'idée que si Toulouse continue sur la lancée de se maintenir, ça restera un projet de remontée réussi, alors que beaucoup d'autres n'ont pas su des fois enchaîner autant de saisons après avoir connu une descente comme c'était le cas pour Toulouse. Allez, maintenant qu'on en connaît beaucoup mieux sur le sujet du FC Metz, notre adversaire de ce dimanche, on va passer au pronostic. On terminera par toi, Thomas, pour essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Notre ami Elliot en cabine, qu'est-ce qu'il pense de ce match après avoir écouté notre ami Messin? Ton prono? Moi, je pense qu'il va y avoir 2-1 pour le TEF.
C'est pas trop fort là le micro? Non, c'est bon, c'est nickel. Ta voix est chiante, mais le micro est bien. Ok, mais j'arrête de parler. Non, il y a Ta deux. voix est belle, Victor, merci Camille. Là, Tu vas me laisser parler, oh. Victoire 2-1 du TEF. Et en buteur, je vois bien. Vocal. Faut y chercher là. Allez, doublé de Dalinga. Wow. Et, J'aimerais. et côté Metz, Estoupinian, parce que c'est celle que je connais. Sacha, ton prono? Il faut pas se faire peur, donc on va gagner, mais 2-0. Et Mamadi Bangré marquera du plat du pied. Waouh. Nathan, je suis obligé d'aller vers toi là. Alors 3-3. Non, je rigole, on va se faire chier 0-0. 0-0? Ah oui, 0-0. Ah ouais, non, s'il te plaît. Premier degré. Voilà, Non, mais je l'espère pas, mais de ce que me dit notre ami MSM et de ce que je vois du TF, ça sent pas la folie, quoi. Sachant que Nathan est deuxième au concours de prono de mon petit TF, j'ai envie de te dire, ça me fait vraiment chier qu'il annonce ça, tu vois. Deuxième ou troisième, je sais plus. Ouais, ou alors 1-0. Bon, je veux de la manière, mais je pense malheureusement. 0-0, t'as dit 0-0. Suis ton instinct. Fred. Ouais, un petit 1-0 pour nous. Vincent. Je veux dire 3-1 pour nous. Gelabert, Magri, peut-être Schmitt et Tchèque pour Metz. Thomas, pour toi, ce sera quoi le prono de dimanche? Allez, je vais partir sur un match nul et pour vous donner un peu de spectacle, un partout. Ok. Merci beaucoup, Thomas. Il a la même philosophie que moi, c'est bon. Merci beaucoup, Thomas. D'avoir participé à l'émission de ce soir. On te souhaite un excellent match dimanche. Et n'hésitez pas à liker aussi la Maison du Grenat si vous voulez avoir des infos sur la FCMS. Merci à toi en tout cas. Merci à vous et bonne soirée.